Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai lu un livre de Lucinda Riley. C'était fin du mois, fin mai. Et pendant et après cette lecture, j'avais plein de choses à dire. Mais vraiment plein de choses à dire. Donc à la base, cet avis lecture, il se retrouvait dans un vlog lambda, le truc que je fais habituel. Et sauf que plus je faisais le montage, plus je me disais, comme j'aimerais sortir le premier tome des 7 sœurs pas trop tardivement durant mes lectures estivales, pourquoi est-ce que, tu sais, genre je sortirais pas cet avis lecture de ce bouquin de Lucinda Riley pour le mettre avec l'avis que j'aurais des 7 sœurs? Banco, t'as compris, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc en gros, tu vas retrouver mon avis sur Les Mystères de Fleet House, qui a été un livre hors de sa saga des 7 sœurs que j'ai lu, et donc je vais t'en parler juste après. Et après ça, je te parle des 7 sœurs. Avant de poursuivre, laissez-moi vous présenter le partenaire de la vidéo du jour et il s'agit de l'application de lecture Nextory. Nextory, vous les connaissez maintenant, ça fait depuis très longtemps que je vous en parle. C'est une application de lecture sur laquelle sont répertoriés à la fois des e-books, des BD numériques, de la presse, mais aussi des livres audio. Dans l'abonnement standard par exemple, celui que je possède, vous avez 15 heures de crédit audio par mois qui vous sont accordées. Et une fois que vous avez passé ces 15 heures d'écoute, eh bien il faudra attendre le mois suivant pour pouvoir rebénéficier de ces 15 heures d'écoute. Mais en attendant, par contre, vous avez accès au catalogue e-book, vous avez accès aux BD et à la presse. Bien évidemment, Nextory sont très forts parce qu'à chaque fois, ils rajoutent des nouvelles choses. Moi, j'ai une liste de petits cœurs favoris absolument longue comme le bras, dans lequel on va retrouver un petit peu de tout et n'importe quoi. Mais pour lesquels je me dis, un petit trajet en voiture, là... ce serait nickel de me lancer un petit livre audio. Et si par exemple vous avez envie de tester Lucinda Riley, eh bien vous avez l'occasion car la plupart de ces bouquins sont disponibles dans plusieurs langues, mais notamment en français et en anglais, en version audio ou en version e-book. Si ça vous branche et que vous avez envie de tester, eh bien avec le code et le lien que je vous laisse juste ici et en barre d'infos, vous allez directement pouvoir tester l'application pendant 60 jours gratuitement. Donc 60 jours, c'est 2 fois 30. Jusque là, on est doué en calcul, c'est très bien, c'est super. Mais donc qui dit 2 fois 30 dit forcément 2 fois 15 heures d'écoute audio offert. Donc vous avez les 30 premiers jours vos 15 heures d'écoute et pour les 30 suivants de nouveau 15 heures d'écoute, ce qui vous fait quand même 30 heures d'écoute au total sur les 60 jours. Pour tester les livres audio, pour tester plusieurs choses sur l'application, c'est franchement pas mal du tout. Merci beaucoup à Nextory d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vous laisse avec la suite. J'ai beaucoup aimé l'avant-propos de son fils, qui donc est aujourd'hui son co-auteur pour notamment terminer la saga des 7 sœurs. Parce que la plupart des romans, c'est elle qui les a écrits de bout en bout, mais c'est vrai qu'elle avait des projets encore inachevés que lui essaye de mener à bien. Et écoutez, celui-ci, donc Les Mystères de Fleet House, est un roman qu'elle avait écrit d'abord en 2005-2006. Et aujourd'hui, son fils a décidé de ne pas beaucoup retoucher le texte, ce qu'elle avait fait pour 2 autres titres qu'elle avait déjà ressortis des années après les avoir écrits une première fois. Elle les avait retravaillés pour les remettre un peu au goût du jour, les remoderniser un petit peu. Ce que je peux comprendre, tu vois, quand t'as pas réussi à te faire éditer tout de suite ou ce genre de choses-là et que ton texte est enfin pris par une maison d'édition alors que peut-être 10-15 ans ont passé, ça serait peut-être pas plus mal, tu vois, de peut-être retravailler 2-3 petites choses, 2-3 cohérences, quoi, on va dire. Écoutez, dans Les Mystères de Fleet House, visiblement ce n'est pas le cas. Il y a eu 1 ou 2 ajouts pour que ça reste cohérent, mais c'est tout. Donc on est quand même sur un texte qui a quasiment 20 ans. Et je voudrais pas dire, mais je crois que ça va se ressentir un petit peu. Donc il faut bien que je garde ça en tête. C'est un peu le seul projet un petit peu typé mystère policier que sa mère a écrit. Et forcément ça m'intrigue. Un étudiant qui meurt de façon vraiment très étrange dans une école, dans un internat très prestigieux en Angleterre. C'est un one-shot. Il est pas très épais, donc je me dis que j'espère qu'elle va assez vite. Mais alors écoutez, je l'ai commencé hier soir, et là j'ai quand même eu une phrase comme ça, là. On parle du directeur de l'école, il est très content de son école, après il va bientôt partir à la retraite, il adore aussi sa secrétaire qui est en poste depuis très longtemps. Donc de plus, l'école n'avait pas de secret pour elle, un atout précieux pour un directeur fraîchement nommé, à l'époque où il était arrivé. En revanche, elle n'était pas très glamour, il devait l'admettre. Pourquoi ? Tu sais, pourquoi tu dis pas juste c'était un atout précieux et tu t'arrêtes là? Est-ce qu'on est obligé de faire une remarque sur son physique? Là, tout de suite, dès les premières pages? Écoutez, ce sera peut-être un peu plus sportif que ce que je pensais, mais je viendrai vous faire des retours régulièrement sur cette avancée. Bon, écoutez, il y a quand même des choses qui pour moi ne vont pas, vraiment. Il y a des choses où je dis, qu'est-ce que ça a à voir avec l'intrigue, avec tes personnages, que tu dois absolument préciser ce genre de choses. L'inspectrice qui donc prend l'enquête en charge arrive sur les lieux où elle doit enquêter
Et donc elle dit quand même, machinalement, elle observa son reflet dans le rétroviseur. Une femme inspecteur de police dont le mascara a coulé ou dont les dents sont maculées de rouge à lèvres n'était pas crédible. Non mais en l'occurrence, t'es là pour enquêter, on a besoin de ta tête, on a besoin de la façon dont tu observes et donc tu fais des déductions. Ah, c'est ce genre de détails complètement bêtes qui J'ai lu 120 pages, j'ai déjà noté au moins 3-4 passages comme ça. Avant de quitter la cuisine, voilà, elle s'assure que tout est nickel, donc comme toujours, elle était parfaite. En contemplant ses jolis traits de poupée, elle se réjouit qu'un peu de mascara et une touche de rouge suffisent encore à rehausser ses yeux bleus et ses lèvres pulpeuses. Elle avait de la chance. Un jour, elle devrait peut-être se résoudre à recourir au botox, à l'instar de ses amis. Pour l'heure, elle ne faisait pas ses 38 ans. Je vais te dire un truc. On a rencontré quoi? À l'heure actuelle, donc à la page 94, là où se déroule ce petit passage, on a rencontré 3-4 personnages féminins, en tout et pour tout, comparé à plus ou moins la même chose aux personnages masculins. Bah tu sais quoi, les personnages masculins, on sait jamais, mais quand je dis bien jamais, attarder sur un quelconque détail de leur physique. Jamais. On ne sait rien à part leur niveau dans la société. On s'en fout du physique des meufs, et ils n'ont que ça à la bouche. Et purée, on était en, je sais pas, allez, mettons 2004, 2005, quand elle l'a écrit par une femme. Waouh, tu vois, tu sens le patriarcat comme il est passé par là, et comment il a, tu sais, tourneboulé tout ça. Quand ça sert à quelque chose, quand le physique de la personne est important pour la suite de l'intrigue, parce que le personnage parle à la première personne, la trouve jolie pour une raison qui va amener par la suite quelque chose, je veux bien. Là, par contre, on est sur une enquête. Et c'est dommage parce que pour l'instant ça se passe super bien. J'aime bien le rythme de l'enquête, vu qu'on s'attarde très peu sur les états d'âme et sur les vies personnelles des enquêteurs. Là en l'occurrence, on s'intéresse vraiment beaucoup à ce qui s'est passé autour de la victime. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place pour que l'enquête avance et que le rythme te prenne. J'ai super bien avancé, je suis très contente. J'ai lu 330 pages et nous sommes lundi soir 27 mai. Je sais pas si je vois venir, j'ai noté, c'est une des premières fois que ça m'arrive, de noter des petites réflexions d'enquête. J'ai aussi souligné pour une fois des passages un petit peu... notamment, je note qu'à la page 178, nous avons la première description physique masculine, plus ou moins. Voilà, sur, je pense, en tout cas, vous l'aurez compris, 5-6 féminines et pas toujours forcément très reluisante, hein, donc forcément pas à son avantage, mais l'homme en question, par contre, lui, ne manquait absolument pas de charme, bien évidemment. Celui-là, je pense que c'est un de mes préférés. Désolée, inspectrice, c'est que je vous vois un peu comme un gars de l'équipe, et les hommes ne pleurent pas devant un film. Ben non, bien sûr, madame, nous sommes en 2006. Les hommes ne pleuraient pas devant les films en 2006, c'est bien connu. C'est venu bien après. Je sais pas, ils ont les glandes lacrymales qui se sont... Ah, je pense que vraiment, là, ça devenait trop, quoi. Je n'arrêtais pas et je me disais, mais quand est-ce qu'on arrête avec ces stéréotypes et ces clichés vraiment tout pourris et bien merdiques? Ils sont au resto et lui, il lui fait quoi? C'est sympa une femme qui ne compte pas les calories. En gros, un des personnages est en détresse émotionnelle, mais la plus totale. Et un mec profite juste de cette détresse. Petit trigger warning là pour ceux que ça pourrait éventuellement... je vous mets un petit timecode si vous voulez avancer un petit peu. En gros, haletante, elle le sentit se coucher sur elle, et presque aussitôt, la pénétrer avec aisance. Comme ça, enfin, ça arrive gratuitement, il n'y a pas vraiment eu Il n'y a pas eu d'échange. Ok, oui, je sais, je rappelle, on est en 2006, quand ce bouquin arrive... Ok, je le conçois. Vraiment, je sais que il y avait beaucoup de choses encore qui n'étaient pas, qui étaient très tabous et qu'on ne disait pas et qu'on ne montrait pas et qui étaient peut-être beaucoup moins choquantes presque 20 ans en arrière. Mais quand même, en fait, il y a vraiment des comportements quasiment exclusivement masculins dans ce roman qui me dérangent et que je trouve très 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 déplacés, que tu sois en 2006 ou en 2026, quoi, j'ai envie de te dire. Et il y a quand même des comportements féminins où je me dis, mais waouh, elle se dénigre tellement. C'est qu'en gros, après, elle s'en veut. Et elle est limite un peu en mode, oui, il aurait pas dû profiter de ce moment de vulnérabilité, sauf qu'elle l'avait laissé faire. Donc en gros, quoi, c'est de ta faute. Hein. C'est de ta faute parce que t'étais tellement vulnérable, t'étais tellement touchée et perdue
à ce moment-là, dans ton instant personnel, c'était à toi de refuser, alors que non, la seule chose qu'il avait à faire, c'était de ne rien faire. C'était de, au pire, t'épauler un petit peu et te dire « je suis avec toi, si tu as besoin, n'hésite pas, je suis là, etc. » Ou alors juste de te foutre la paix. Ou alors de t'écouter et de, quand tu lui as dit 1, 2, 3 fois « rentre chez toi, c'est bon, tout va bien, je vais gérer » ou qu'importe, et que le mec n'écoute absolument pas, parce que ça ne l'arrange pas qu'elle ne l'écoute pas. Lui, il veut avoir ça, même s'il lui dit des mots d'amour et tout. C'est pas ça, en fait. Pour en revenir à l'intrigue, si vous êtes curieux et que vous vous dites « mais Margot, tu es en train de nous spoiler littéralement tout le bouquin à force de nous parler de tous ces passages, etc. » Sachez que non, je ne vous spoile pas le bouquin à ce stade, je vous parle de petites scénettes qui m'ont un petit peu fait vriller et un petit peu tiquer, voire même carrément beaucoup. L'intrigue en tant que telle, on est toujours sur cette enquête de meurtre dans une école privée, dans un internat. Il y a eu d'autres choses qui se sont passées entre-temps, et honnêtement, là, j'avoue que depuis peut-être 50 pages, je trouve que l'enquête piétine un petit peu, j'aimerais que ça avance, mais le rythme est toujours là. Je trouve qu'il y a toujours des nouvelles choses qui se passent, il y a toujours beaucoup de liens, encore invisibles pour l'instant, entre beaucoup de protagonistes qui se mettent en place, et qui commencent gentiment à être de plus en plus visibles et de plus en plus concrets. Donc, à côté de tous ces comportements quand même... très pénible et très chiant et très archaïque de certains personnages, des fois très secondaires, mais aussi des personnages principaux, on est sur un avancement de l'enquête et un mystère qui, moi, franchement, me plaît bien. Donc c'est vraiment con et dommage que, justement, je vous disais au début du bouquin, le fils de Lucinda Riley qui dit « Devais-je prendre la responsabilité de corriger, d'adapter, de réactualiser le texte comme ma mère l'aurait sans doute fait? Après réflexion, j'ai choisi de respecter sa voix et de n'effectuer que quelques changements mineurs. » Je cherche à savoir qu'est-ce qu'il aurait pu changer, parce qu'en gros, il y a beaucoup de scènes dont je vous ai parlé là, donc des petites choses, des scènes qui m'ont un petit peu dérangée, que si elles avaient été modifiées, l'enquête et le rythme, l'intrigue de ton histoire n'était absolument pas perturbé, n'était pas touché par rapport à ces changements. Tu aurais pu les changer. Mais j'ai un avis assez tranché sur ce qui s'est passé. Je ne connais pas ce monsieur, absolument pas, donc j'émets totalement un jugement sur la façon dont il a réappréhendé le texte de sa mère. Pour lui, il n'y a rien qui l'a choqué, je pense, en fait. Peut-être. J'ai envie de croire que c'est aussi simple que ça, et que peut-être que le monsieur n'est pas encore assez déconstruit pour se rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de choses qui auraient pu être corrigées, voire un peu gommées, et qu'au contraire, ça ne change absolument rien, encore une fois, je le répète, à l'enquête du bouquin. Mais bon, bref. Voilà, mine de rien, j'avance bien, je le dévore, et ça me plaît aussi d'être partagée entre ces deux situations, d'avoir d'un côté une intrigue et un rythme qui franchement me tiennent en haleine et me donnent envie de continuer, et d'un autre côté, avoir au contraire un regard et un avis très critique sur l'écriture des personnages, qui pour le coup n'est pas terrible. Bon, faut qu'on parle de ça là. Qu'est-ce qu'on en pense? Bah écoutez, ça se lit très vite, hein. On dira que c'est le point positif du truc. Vraiment, il se lit très vite. Je trouve que, mine de rien, un peu comme dans Marchmont Hall, donc le précédent Lucinda Riley que j'avais lu, tu rentres rapidement dans l'histoire, le rythme il est assez soutenu, tu t'ennuies peu. L'enquête en tant que telle, elle est pas mal, vraiment. Je reste vraiment sur le rythme qui pour moi est franchement cool, mais il y a trop de personnages. Tu ne connais pas leur affiliation, tu ne connais pas leur lien, c'est voulu, je comprends. C'est un peu pour te brouiller les pistes, tu vois, pour semer le doute. Mais là, c'était trop. Il y avait trop de ficelles, et au final, ça fait juste un gros nœud au fond. Et tu sais, tu dois prendre beaucoup trop de temps. Tu sais, comme quand tes écouteurs, ils sont emmêlés, tu vois, la génération 2000. Hein. Bah là, c'était un petit peu ça. Si on avait pu enlever un personnage ou deux et lui donner, tu vois, que l'un d'entre eux prenne toutes les caractéristiques des deux, franchement, ça aurait fait le job. C'était peut-être un peu mal dosé à certains moments. C'est dommage parce que je pense qu'il y a vraiment jusqu'à un bon bout, jusqu'à plus du 3/4, c'était pas mal, tu vois. Et après, je trouve que ça se complique pour pas grand-chose au final. Et alors, vous l'aurez compris, la cerise sur le sundae, c'est cette misogynie ambiante, ce sexisme constant. Même pour un bouquin de 2006, je le répète,
je suis pas... Voilà, non, ça passe pas. Même en 2006, je trouve que ça passe pas. Mais bon, bref, voilà, c'est comme ça. Ça m'enchante guère parce que c'est déjà un petit peu quelque chose que j'avais ressenti dans L'Ange de Marchmont Hall. J'avais capté qu'elle avait un truc pour te choper assez rapidement dans son intrigue. Et il y a quelque chose, elle a un truc qui te fait envie de continuer, tu vois, t'as envie de savoir la suite. Mais là, elle me prouve une seconde fois que bien qu'elle sache s'y prendre, il y a beaucoup de maladresse dans ces personnages. On est sur deux époques différentes, hein, entre celui-ci et le précédent, en termes d'intrigue et d'histoire. Mais elle a quand même vraiment un truc un peu cucul-à-praline qu'elle est obligée de mettre. Je pense, je sais pas, c'est son style, c'est elle aimait ça, c'est ce qui, elle, la faisait vibrer. Et je pense qu'un auteur ou une autrice va d'abord écrire et va avoir un style que lui-même aime. Et finalement, même la résolution de l'intrigue n'aura malheureusement pas réussi à me convaincre. Je vais pas vous repasser en revue tous les passages sexistes que j'ai vu passer, parce que franchement, il y en a trop. Et il y en a justement un peu trop pour que je me dise juste, c'est une scène une fois, tu vois. J'en ai lu plein des bouquins où il y a des scènes sexistes, ou des clichés, ou des personnages qui jouent, qui sont volontairement misogynes, parce que justement c'est pour démontrer que le personnage est littéralement un gros connard. Donc pour moi là, c'est pas écrit dans ce sens-là. C'est pas pour pointer du doigt le sexisme ordinaire. C'est du sexisme ordinaire. C'est... Je veux dire, il y a eu assez de phrases que je vous ai lues qui, je pense, si vous êtes un peu comme moi, vous auront fait tiquer, vous auront fait lever les yeux au ciel, enfin... Et par la suite, ça ne s'améliore pas vraiment. C'est même presque encore pire, parce que c'est pas juste une phrase comme ça, c'est sur toute une situation. Moi, non, ça ne l'a pas fait. Et si, ma foi, vous avez lu ce livre, que vous l'avez adoré et que vous l'avez beaucoup aimé, j'en suis navrée. Mais sachez que tous les goûts sont dans la nature et qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et donc, des fois, il faut s'attendre à ce que notre livre préféré ou un livre qu'on a beaucoup aimé soit critiqué négativement par quelqu'un. Et peut-être qu'à une certaine époque, si je l'avais lu peut-être 10 ans en arrière, ben j'aurais peut-être été moins choquée. J'en sais rien. Maintenant que ça c'est fait, je me suis attaquée à ça. Ouais, alors j'ai lu presque 200 pages. Je suis à la page 180. Donc est-ce que j'ai besoin de vous résumer le livre des 7 sœurs ? Dans ce premier tome, on va rencontrer Maya, la plus âgée des sœurs, qui elle est restée pendant toute sa vie à Genève, qui vit d'ailleurs dans le domaine de son père. Donc je te spoile pas, mais en gros dans le résumé, on nous apprend déjà que ses origines sont brésiliennes, et c'est là qu'elle va décider de partir vers ce pays pour découvrir un petit peu d'où elle vient. Donc déjà, premier point positif, que moi j'aime bien pour l'instant, alors que je suis aux 200 pages environ, c'est que c'est une double temporalité. On va suivre Maya aujourd'hui, en 2014, et en même temps on va suivre quelque chose qui s'est passé dans les années 30. Donc ça c'est le point positif pour l'instant. Honnêtement j'essaye d'être le plus neutre possible, mais je vous avoue que c'est un peu difficile. Déjà parce que j'ai beaucoup d'attentes. Tu vois, moi quand je vois la saga Phénomène aux 25 millions d'exemplaires vendus, forcément ça fait monter un truc en moi où je veux comprendre. Et c'est marrant parce que j'ai posté une petite photo vite fait l'autre jour sur Instagram pour justement vous parler d'un point que j'avais pas trop aimé. C'est un détail au tout début du bouquin. Déjà dans le résumé, on nous parle du lac de Genève, vu que la maison familiale est à Genève. Et moi ça me fait tiquer en tant que Suisse, tu vois, parce que pour moi c'est le Léman, c'est pas le lac de Genève. Mais après vérification, j'ai compris aussi, Lucinda Riley est irlandaise, et en anglais, le Léman, on appelle ça Lake Geneva, ou Lake of Geneva, donc le lac de Genève. Ok, tu vois, de son point de vue à elle, je peux comprendre. Ce que j'aime un peu moins, par contre, c'est qu'au niveau de la traduction, il n'y a pas l'effort qui a été fait de se dire, on va le retraduire, mais correctement. Donc, en vraiment ce que ça veut dire en français. Lake of Geneva, c'est pas lac de Genève, c'est le Léman. Deuxième chose, qui là, par contre, m'a un tout petit peu plus énervée, parce que je pense que ça fait aussi partie de la version originale, c'est que notre héroïne Maya a vraiment une affinité particulière avec les langues. Et donc, elle dit, à 12 ans, j'étais trilingue. Français, allemand et anglais. Entre parenthèses, les 3 langues de la Suisse. Bah, en fait, non. Déjà, il n'y a pas que 3 langues en Suisse, il y en a 4. Que tu oublies la 4e, c'est pas très grave parce que c'est vraiment une langue qui est quasiment plus utilisée ou vraiment très très peu et que dans certaines régions du pays, c'est le romanche. Je peux entendre que tout le monde ne le sache pas. Par contre, que tu inverses l'anglais avec l'italien, ça j'aime pas trop. Enfin pour moi c'est un petit peu comme dire que les Belges parlent tous français.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est pas le cas, tu vois. Il y a des pays comme ça où il y a des langues différentes au sein du même pays, et c'est pas très compliqué. En ouvrant juste une page Wikipédia, tu peux très rapidement te rendre compte que c'est pas l'anglais, une des langues nationales, c'est l'italien. Surtout que juste après, dans sa petite phrase, elle reprécise « et je me débrouillais en latin, grec, russe, italien et portugais ». Donc si déjà ton personnage se débrouille en italien, t'avais qu'à inverser l'anglais avec l'italien, et c'était juste. Et on n'aurait juste pas ouvert le débat. Mais bon, ouais. Là, c'était vraiment au tout départ, j'avais envie de chipoter un petit peu parce que oui, je viens de ce pays, donc oui, je fais un petit peu gaffe, tu vois. Et parce que chez moi, ça coule de source. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui sont passés à travers et puis qui ont dit et qui ont même pas tilté. C'est pas la fin du monde. Le deuxième point que pour l'instant, j'ai un petit peu de la peine à vraiment entrer dedans, c'est que j'ai lu quasiment 200 pages. Autant j'ai trouvé que toute la première partie de la mort du père adoptif, du retour des sœurs, de tout un petit peu ce qui va s'enchaîner avec l'héritage, avec les différentes lettres, etc. que le père va leur laisser, ça prend beaucoup de temps. C'est très très long, il y a beaucoup d'introspection chez chacune. On sent que Maya, l'aînée, est vraiment très affectée par tout ce que pourraient ressentir ses sœurs. Il y a beaucoup d'échanges à ce niveau-là, et bon, c'est un très bon point pour planter ton personnage et ensuite pouvoir le suivre. Et à contrario, maintenant qu'elle est partie et qu'elle part à la recherche de ses origines, ça va très vite. Bam, elle arrive au Brésil. Paf, elle trouve la maison. Tita. Enfin, je vous donne pas tous les détails si vous avez envie de les lire, bien évidemment, mais enfin, tout à coup, ça va très vite, quoi. Je me dis, mais attends, ça va très vite et c'est un peu facile. C'est quelque chose que j'ai pu remarquer dans le titre que j'ai lu juste avant, donc Les Mystères de Fleet House. Ça s'emberlificote d'une façon où elle a peut-être dû se dire, bah en fait, pour vraiment réussir à démêler tout ça, je vais juste prendre le plus gros fil de la pelote, je vais tirer dessus comme une dingue. Ça sera peut-être un peu grossier, mais ça va passer, tu vois. Les facilités scénaristiques, quand t'as lu beaucoup de livres, ben, il y a des choses à travers lesquelles tu passes moins facilement. C'était mon premier petit point concernant les 7 sœurs. Je vais continuer, j'essaierai de peut-être revenir un peu moins souvent que ce que j'ai fait pour les Mystères de Fleet House où vraiment j'étais un petit peu énervée. Moi j'aime bien quand les gens s'énervent contre des livres, même quand c'est contre des livres que j'ai bien aimés, je trouve que ça ajoute un petit peu justement de nuance et de corps à une critique. Là aussi où je voulais rapidement revenir dessus, parce que j'ai trouvé ça très marrant, j'ai échangé donc avec beaucoup d'entre vous en message privé sur Insta quand j'ai montré que je commençais le premier tome des 7 sœurs. Je sais plus vraiment comment ça a commencé, mais après moi j'ai basculé en lui disant là moi ce que je veux c'est pas forcément aimer le livre, c'est surtout comprendre le phénomène. Ça fait aussi un peu partie intégrante de mon job. Je travaille dans le monde du livre, j'ai été libraire, je suis toujours un petit peu, tu vois, dans cette mouvance de devoir un petit peu faire gaffe aussi aux titres qui tout à coup peuvent émerger comme ça, tu vois, en un rien de temps à cause d'un truc complètement banal. Ça fait aussi partie de mon job. Je sais que des fois certains le comprennent pas et justement cette personne me disait bah des fois il y a rien à comprendre, c'est juste qu'on n'aime pas, on n'aime pas. Là en l'occurrence c'est pas le fait d'aimer ou de pas aimer, c'est que je veux savoir. Enfin, je veux comprendre, je veux me faire ma propre idée de la chose. On a déjà tellement... On dit tous, on a peu de temps dans notre vie, on a tellement de livres à lire, on a tellement de choses à voir, etc. Est-ce qu'on a vraiment le temps de s'attarder sur des choses qu'on n'aime pas? La plupart du temps, je vous dis que non, parce que ça permet de déculpabiliser face à certaines choses, tu vois, et c'est important de le savoir. Par contre, si de ton côté, t'as envie de te challenger un petit peu, et de savoir, et de comprendre, et d'aller un petit peu farfouiller le truc des tendances et tout, c'est libre à toi. Même si je sais pourquoi ça me plaît pas, j'aimerais bien savoir pourquoi ça plaît. Alors, j'ai pas avancé des masses, hein, je suis à 230 pages, je sais que j'avais dit que je viendrais faire moins de retours, ce qui probablement sera le cas. Là, je viens faire un petit peu un état général de ma lecture parce que j'ai quand même moins de choses à redire. Honnêtement, pour l'instant, à part voilà les deux petits détails du début là dont je vous ai parlé, pour l'instant, ça va. Là, maintenant, je suis arrivée au moment où il y a un switch temporel, c'est-à-dire qu'on part dans les années 30 au Brésil, et je trouve que c'est mieux. Je sais pas si elle est peut-être plus douée pour parler de ces époques-là, ou alors son style s'accorde plus avec ces époques-là qu'avec une époque contemporaine. Parce que déjà dans L'Ange de Marchmontall, que j'évoque quelques fois dans cette vidéo, qui reprend un petit peu ce que moi j'aime bien, c'est-à-dire qu'on va suivre une fresque familiale sur une centaine d'années environ, un petit peu moins là dans celui-ci. Ce qui fait que tu vois les différentes époques, tu vois les différentes étapes de certains personnages. Et pour l'instant, de mon impression, elle est plus douée dans les choses qui se passent dans le passé. Et au contraire, je pense que le contemporain, elle a justement un style, attention, ce que je vais dire, peut-être un petit peu vieillot, qui s'accorde pas trop au contemporain,
Pour l'instant, c'est ma réflexion. J'ai l'impression que les personnages des années 30 ont un petit peu plus de corps, et peut-être que justement sa plume va plus pour décrire ce genre de situation. Elle va quand même nous décrire des personnages qui évoluent dans une société bien pensante, riche, aisée, avec des titres importants, et peut-être que justement sa plume est plus adaptée à ce genre d'échange-là. Écoutez, c'est une réflexion que j'ai. Voilà, est-ce que ce sera le cas pendant tout le bouquin? Mais je vous disais qu'en effet, je trouvais que les situations entre les personnages contemporains étaient un peu bizarres. Je trouve qu'elles sont pas très naturelles. Pour l'instant, je me plais bien dans le passé. J'espère qu'on va y rester pas mal de temps. Parlons peu, parlons bien, j'ai terminé Les 7 sœurs. Il y a quelques jours maintenant déjà, je me rends compte, j'étais sûre que j'étais venue en parler, mais pas du tout. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que je n'ai pas encore dit? Bien écoutez, il y a plusieurs switches temporels, c'est-à-dire qu'on oscille 2-3 fois entre les années 30 et le contemporain avec Maya, qui fait des recherches voilà, sur sa famille, etc. Bon, je vais pas y aller par 4 chemins, avec moi ça ne l'a pas fait. Il y a beaucoup d'éléments qui sont très chouettes, comme je vous disais, sa plume qui parle plutôt du passé, j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé que vers la moitié, c'était trop long, ça prenait trop de temps, c'était un peu plat, et toutes les infos qu'on enregistre, qu'elle nous donne, toutes les avancées de ces personnages, leurs voyages, leurs différentes relations, au final, je trouve qu'ils n'apportent pas grand-chose pour la suite de l'histoire de Maya, pour la suite de l'histoire de son ancêtre, et je suis un petit peu restée sur... Enfin non, je suis carrément restée sur ma faim. Je sais pas, j'avais plein d'infos que j'avais, je me disais ok, ça pourrait ressembler à ça, et c'est vrai que j'ai lu tellement de livres qui sont un petit peu, tu vois, dans cette veine-là, que j'en attendais trop, je pense. J'en attendais plus du comme ça. Et ça me faisait penser à des réflexions que certaines d'entre vous m'ont faites quand j'évoquais qu'on m'avait beaucoup conseillé Les 7 sœurs. C'est vrai que c'était un titre qui revenait beaucoup, vraiment énormément, surtout sous ma vidéo saga familiale, histoire de famille, secret de famille que j'avais pu faire, et où énormément m'ont dit mais tu n'as toujours pas lu Les 7 sœurs, mais c'est incroyable, enfin je veux dire c'est la série familiale par excellence. Et c'est drôle parce que j'ai des gens qui m'ont ensuite dit en message ben, connaissant tes goûts, moi je t'aurais pas conseillé Les 7 sœurs, justement. Et j'étais assez étonnée, et maintenant je comprends peut-être pourquoi. En effet, quand tu évoques juste comme ça le fait que t'aimes bien les histoires de famille, je comprends que la première série qui te vienne un petit peu à l'esprit comme ça, qui en plus fait beaucoup de bruit, tu penses à conseiller Les 7 sœurs. Je vois, il y a vraiment aucun souci avec ça. Mais c'est vrai que quand on a déjà lu beaucoup, quand t'es passé à travers beaucoup de plumes, beaucoup d'autrices différentes, là, je dirais que je rapprocherais plutôt ça à du Marie-Bernadette Dupuis, que j'ai bien aimé à une certaine époque, il y a plus de 10 ans de ça maintenant, et que j'aime plus lire aujourd'hui par exemple. Parce que justement, il y a eu d'autres autrices, il y a eu d'autres histoires qui sont venues se mettre par-dessus tout ça, et qui fait que je peux pas aujourd'hui me dire oui, ça c'est au niveau d'une Kate Morton, d'une Marie Laberge, ou de ce genre de choses-là, parce que je trouve qu'il manque un truc, tu vois. Pour moi, vraiment, il manque quelque chose d'un peu addictif, il manque un côté un peu prenant. J'ai pas du tout été prise par l'histoire. Plus j'avançais, plus je me disais, mais en fait, je m'en moque un peu de ce qui peut leur arriver. Et même quand j'ai compris ce qui leur arrivait et que je vois où ça se termine et que j'ai la fin, je me dis, bah, ok. Donc en fait, 640 pages pour ça, bon. Ah écoutez, voilà, ça ne l'a pas fait. Je sais que d'autres volumes, on m'a dit, étaient meilleurs. Maintenant, je pense que beaucoup d'entre vous comprendront aussi, même ceux qui ont aimé, ou qui ont apprécié, ou qui ont trouvé que c'était une lecture chouette, que je vais pas continuer. Il y a trop de volumes, j'ai pas encore envie de me faire les 7 autres. Même un par-ci par-là, non. Même la fin, la finalité, tu sais, le 8e qui est censé tout te révéler et tout, ben je me dis, ben, ça m'intéresse pas spécialement. Là où je voulais en venir, parce que je suis jamais là pour dénigrer totalement une œuvre et pour dire c'est de la merde en boîte, n'achetez jamais ça et ne le lisez pas, je comprends l'effet qu'il a. Je comprends, je vois pourquoi ça peut fonctionner. Il y a peut-être aussi ce côté où quand tu découvres la lecture, quand tu y es pas retourné depuis super longtemps, j'en ai eu 2-3 dans mes messages privés qui m'ont dit ça, qui m'ont dit franchement je me rends compte que c'est pas terrible, mais ça a réussi à m'avoir et ça m'a sorti d'une panne de lecture. Ou alors c'est grâce à la saga des 7 sœurs que j'ai découvert le monde des sagas familiales, des secrets de famille, des trucs du style un peu, oui, saga familiale, enfin je vois pas comment tu peux appeler ça d'autre.
Et moi je trouve ça génial, tu vois, que tu entres par cette porte-là et qu'après tu te dises mais t'as tellement d'autres choses encore à découvrir, c'est génial, tu vois. Mais probablement que si vous avez déjà lu beaucoup dans ce style-là, que vous serez peut-être un peu comme moi à vous dire ben ça ne l'aura peut-être pas fait. Ou alors si, parce que vous vous serez complètement laissé embarquer, mais c'est vrai que pour avoir récolté beaucoup de témoignages suite à mes petits messages sur Insta, la plupart quand même ont été assez unanimes pour me dire ben c'est chouette, mais ça s'arrête là. C'est sympa, j'en ai 2-3 qui m'ont dit ben je les lis parce que je sais plus quoi lire. Mais sauf que moi ça m'arrive jamais ça. Moi j'ai jamais je sais plus quoi lire, j'ai 130 bouquins dans ma pioche de lecture qui me font envie. Bah c'est sûr que j'en aurai toujours 130 d'avance qui me feront plus envie que la suite des 7 sœurs par exemple. Écoutez, ce n'est pas totalement un rendez-vous manqué parce que je vois le phénomène, je comprends pourquoi ça fonctionne. J'ai donc réussi mon expérience parce que je comprends. Je comprends que ce soit une excellente porte d'entrée, je comprends que tu t'attaches aux personnages, je comprends que tu aies envie de découvrir leur passé, le lien qu'elles ont avec leurs origines, qui est ce petit côté mystère. Pour moi, il aura été trop peu présent pendant toute la durée du bouquin, ce qui fait que même là, en arrivant à la fin avec un micro petit truc qui te dit hey, tu vois là où je veux en venir, est-ce que j'aimerais bien te montrer mais que je peux pas encore, bah c'est pas assez. J'ai pas assez de cliffhanger, j'ai pas assez de grains à moudre pour là tout de suite, tu vois, pour me donner envie de lire la suite. En comparaison avec donc 2 titres qui sont hors de sa saga des 7 sœurs et le premier tome des 7 sœurs, je pense que les 7 sœurs est mieux, est d'une meilleure qualité, que ce soit au niveau de l'écriture, de la traduction, bon, il y a des petites améliorations qui je pense peuvent être faites. Là je vous répète ce qu'on a pu me dire de certaines lectrices qui ont été jusqu'au bout, ou en tout cas qui sont bien avancées dans la saga, ça va mieux par la suite. Les traductions sont meilleures. On sent qu'il y a un travail qui a été fait supplémentaire. Qu'on prenne les lectrices de cette saga au sérieux, parce que moi quand je vois Saga Phénomène, je comprends que c'est une saga qui fait lire beaucoup, que beaucoup de gens achètent, que beaucoup de gens offrent, que beaucoup de gens conseillent, et je trouverais ça vraiment dommage que parce que de base tout seul, ça se vend tout seul et on n'a pas besoin vraiment de faire de com autour parce que franchement, on sait le succès que ça va avoir, donc on peut se permettre de pas franchement prendre le travail de traduction au sérieux. Si certaines personnes sont venues me dire que par la suite ça s'améliorait, je trouve ça cool. Voilà, c'est au moins qu'on donne quelque chose de qualité aux gens qui vont les lire. Pour moi ça c'est important, et écoutez, je crois que j'ai tout dit, voilà. Donc je sais que c'est une saga qui fait débat, je sais que c'est une saga qui plaît ou qui ne plaît pas. Il y a un petit entre-deux qui est pas trop sûr et qui trouve ça chouette mais sans plus. Tout ce que je vous demande, bien évidemment, que ce soit envers moi ou envers les personnes dans les commentaires, s'il vous plaît, que chacun reste courtois, on ne s'emballe pas, on ne s'insulte pas. On parle d'un livre, ok? C'est un truc à 10 balles. On va pas en faire des caisses parce que quelqu'un ne l'a pas aimé, ou alors que ce n'est pas son genre, ou alors que si, normalement c'est son genre, mais là en l'occurrence elle a trouvé que c'était un peu moins bien que les autres qu'elle a déjà pu lire dans le genre. Voilà, ça arrive. Je trouvais intéressant de faire ce comparatif, je trouvais intéressant aussi de dire, bah voilà, est-ce que pour moi, Lucinda Riley, ça vaut la hype ou pas? À vous de me le dire. Je pense qu'il y a beaucoup qui ont aimé, je pense qu'il y a beaucoup qui ont détesté. Et ça n'empêchera pas au bouquin de se vendre. Voilà. Ni à vous de le lire si vous en avez envie. Avant de terminer, je vous rappelle que les livres de Lucinda Riley sont disponibles sur Nextory et que si vous suivez le code que vous avez ici ou en barre d'infos, vous avez 60 jours offerts si vous aussi vous avez envie de tester l'appli et de pourquoi pas découvrir Lucinda Riley ou bien plein d'autres choses, style, auteurs et autrices différentes, bien évidemment. Sur ce sera tout pour moi et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et évidemment, faites de belles lectures. Ou des moins belles, mais essayez d'en tirer quelque chose.